Bonjour mes chers amis, jour 11, j'espère que je vous retrouve dans une forme resplendissante. Alors, poursuivons notre étude justement des émotions. Avez-vous l'impression d'absorber les émotions des autres? La contagion émotionnelle est quelque chose qui affecte habituellement les gens qui sont très empathiques. Découvrez comment vous pouvez vous en protéger. Il est certain que vous avez déjà rencontré un ami qui était très heureux et enthousiaste au sujet d'un projet et que son enthousiasme vous a tellement porté que vous vous êtes senti motivé à mettre en pratique ce que vous aviez en tête. Mais vous êtes peut-être tombé sur un vieux camarade de classe qui vous a dit à quel point tout allait mal et qui a jeté l'éponge depuis très longtemps. Après cette rencontre, vous avez décidé qu'il valait mieux ne pas prendre de risques, que la vie était suffisamment dangereuse comme ça. Avez-vous remarqué que cela peut signifier que vous absorbez les émotions des autres? Lorsque vous absorbez les émotions des autres, vous laissez leur état émotionnel influencer ce que vous ressentez. Si vous êtes entouré de gens pessimistes, vous deviendrez pessimiste, vous aussi. Peu importe à quel point tout est parfait dans votre vie ou ce que vous avez accompli, vous souffrez d'une contagion émotionnelle qui vous entraîne à vous approprier une émotion qui n'est pas la vôtre. La contagion émotionnelle n'est pas la même chose que de l'empathie. Si vous absorbez les émotions des autres, vous pouvez penser que vous êtes trop empathique et vous n'avez pas entièrement tort. Cependant, vous devez savoir qu'il existe des grandes différences entre l'empathie et la contagion émotionnelle. Jetons un coup d'œil à certains d'entre eux. L'empathie, vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre personne, de prendre en compte ses sentiments et de comprendre son point de vue sur ce qu'elle vit. Mais cette compréhension ne vous débarrasse pas de vos propres émotions. La contagion émotionnelle. Vous prenez les sentiments d'une autre personne comme étant les vôtres. Cela affecte votre vie et a de graves conséquences. Vous vous engagez dans un va-et-vient émotionnel dans lequel ce sont les émotions des autres qui déterminent votre vie. Je peux entendre ce qui t'arrive, le comprendre et même le ressentir. Cependant, je ne dois pas m'approprier tes sentiments, car cela m'affecterait. Les neurones miroirs. La capacité empathique se manifeste dans les neurones miroirs, comme le mentionne Daniel Goleman dans son livre Social Intelligence, The New Sense of the Human Relationship. Mon anglais n'est pas très bon. Selon cet auteur, dans le cerveau humain, il y a un groupe de neurones qui sont activés de la même façon lorsqu'ils effectuent une action que lorsqu'ils l'observent chez les autres. Cette activation est ce qui vous permet de vous identifier à une autre personne et d'être capable de comprendre ce qu'elle ressent. Ce n'est rien de négatif. D'ailleurs, cela aide à construire des relations beaucoup plus saines. Cependant, il faut faire attention de ne pas commencer à absorber les émotions des autres. Pouvez-vous éviter la contagion émotionnelle? Si vous vous posez cette question, la réponse c'est oui. Mais ce n'est pas une chose qui est facile à faire. Vous vous êtes laissé emporter par votre empathie au point de ne plus savoir comment se fixer les limites, de sorte que les frontières qui séparent vos émotions de celles des autres s'estompent. Alors, que devez-vous changer pour éviter la contagion émotionnelle? Essayez de vous entourer de gens positifs. C'est une première étape qui peut être très intéressante, car si vous absorbez les émotions des autres, mieux vaut absorber des émotions positives. Le fait que vous soyez motivé, prêt à entreprendre et à commencer de nouvelles activités, c'est fantastique. De plus, en choisissant les personnes dont vous voulez vous entourer, vous éviterez l'influence émotionnelle que vous pouvez ressentir lorsque vous rencontrez 4 personnes positives et 4 personnes négatives dans une journée. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours fuir ces dernières, mais s'il y a plus de gens positifs que de négatifs dans notre vie, notre équilibre sera bien meilleur.
L'empathie vous aide à comprendre ce que ressentent les autres afin que vous puissiez comprendre leur situation. Cette capacité vous permet de vous mettre à la place de l'autre, pas de vous l'approprier. Réfléchissez à ce que vous ressentez. Quand vous abordez les émotions des autres, il est important que vous réfléchissiez à ce que vous ressentez. Pourquoi cette motivation à démarrer mon projet m'inonde tel quand quelqu'un d'autre me parle de son succès? Ou bien, pourquoi suis-je triste et déprimé quand un ami me dit combien sa relation de couple se passe mal? Souvent, cette contagion émotionnelle, on dit long sur vous. Dans le premier cas, concernant ce que vous souhaitez faire, cela signifie que votre insécurité vous fait vous sentir insatisfait. Dans le second, vous pensez peut-être à vos peurs concernant les relations de couple ou vous vous remémorez une ancienne relation qui s'est très mal passée. Comprendre vos émotions vous permettra de mieux mettre de distance, qui vous aidera à éviter d'absorber les émotions des autres, parce qu'elles ne sont pas les vôtres, même si c'était peut-être le cas à une époque. Vous ne vivez pas la même vie ou la même expérience que les autres. Savoir accueillir les émotions des autres. Il est important d'apprendre à accueillir, décoder et prendre soin de ses propres émotions. Une fois qu'on y est, quand on y est parvenu nous-mêmes, on peut passer au stade élargi, faire de la place aux émotions des autres, une compétence essentielle dans l'intelligence émotionnelle et un gage d'harmonie, de cohésion et de collaboration saine et efficace. Pour s'autoriser à exprimer ses émotions, nous avons besoin de nous sentir en sécurité et en confiance. Des conditions trop souvent absentes, des environnements dans ce monde où est plutôt encouragé l'esprit de compétition. Nous avons alors tendance à nous auto-brider pour ne rien laisser paraître ou museler nos sentiments par peur des autres, de leur jugement, par crainte qu'ils en profitent pour s'en servir contre nous si nous nous montrons trop sincères ou vulnérables. Beaucoup d'individus pâtissent par conséquent du même problème, une communication rompue. Ils ne sont pas comme unis dans l'action. Communication. On ne se dit pas les choses. On n'ose pas s'avouer les frustrations, les colères, les jalousies, puisque personne ne dit rien. Chacun se retrouve à faire la supposition. Les non-dits s'accumulent, générant les malentendus et les conflits larvés. Tout cela mine considérablement la qualité des relations, au travail comme familiales, qui, on le sait, constitue l'un des principaux facteurs de bien-être. Mon film fétiche, mon film préféré, c'est L'invention du mensonge. Si vous avez l'occasion de le louer ou de le regarder, n'hésitez pas. C'est vraiment le film, pour moi, tout le monde devrait l'avoir vu au moins une fois. Pour que les émotions puissent enfin retrouver leur juste place dans les relations, c'est donc l'attitude collective qui est à revoir. Charge à chacun d'adopter la bonne posture pour laisser aux autres la liberté d'utiliser leurs émotions et favoriser un climat positif et bienveillant. Bien comprendre ses propres émotions est un préalable nécessaire pour pouvoir s'ouvrir à celles des autres. Oser soi-même montrer ses émotions, évidemment, encouragera les autres à le faire. Les managers, entre autres, dans les entreprises en particulier, ont intérêt à ouvrir la voie. Faire preuve d'exemplarité, c'est aussi respecter certaines bonnes pratiques lorsqu'on partage ses émotions. Enfin, cela passe par cultiver des émotions confiance, optimisme, qui, par effet de miroir, favorisent un climat bienveillant et authentique. Cultiver son empathie. L'empathie est la capacité à comprendre les émotions des autres, à ne pas confondre avec la compassion ou la sympathie qui implique de partager les dites émotions. Ici, il s'agit de s'ouvrir aux ressentis des autres, tout en maintenant une certaine distance pour ne pas se laisser déborder ou contaminer. Un vrai défi pour certains, car on ne nous a pas appris vraiment à réagir de façon appropriée face aux émotions des autres, à trouver le juste équilibre entre le prendre trop à cœur et s'en dissocier.
Très souvent, on projette par réflexe nos propres expériences et sentiments plutôt que de garder l'œil neutre sur ce que vit et ressent l'autre. On se retrouve parfois à éprouver des difficultés à garder notre sang-froid et à répondre par la colère ou bien à énoncer des petites phrases qui nient l'émotion de l'autre du style « c'est pas grave ». Inutile de te mettre dans un état pareil. Ah, t'exagères. Dans ce cas, une attitude plus empathique permet de remplacer ces phrases par d'autres comme « je te comprends », qui montrent qu'on reconnaît à l'autre le droit de ressentir ses émotions. Écouter sans juger ou jauger. L'écoute est le meilleur moyen de permettre à l'autre de se sentir entendu, compris et en confiance pour exprimer ses émotions. Écouter sans juger et jauger, ça veut dire aussi de se taire, de ne pas chercher à compléter les phrases des autres, de ne pas sentir de malaise dans un vide quand l'autre ne parle pas et réfléchit. D'avoir ce respect de l'écoute pour l'autre. Une écoute active, ça signifie également de laisser l'autre dire à son rythme ce qu'il ressent. Il s'agit d'accueillir ses sentiments sans les minimiser, sans condition et sans chercher à rationaliser. Pour apprendre à écouter, on peut appliquer les principes de l'écoute active. Cette technique consiste à écouter son interlocuteur en lui consacrant son attention exclusive, en l'interrompant le moins possible et en évitant toute interprétation ou tout jugement. Elle permet de mettre l'autre en confiance pour l'inciter à s'ouvrir. Pour aider l'autre à nommer ses émotions, étape essentielle pour parvenir à les comprendre et à les exprimer, le dialogue est un atout précieux. Vous pouvez amener une personne à pousser sa réflexion plus loin et à réussir à formuler son besoin, en le questionnant avec bienveillance. Posez des questions ouvertes et neutres pour l'aider à creuser son ressenti. Qu'est-ce que tu veux dire par... Vérifiez avec lui que vous avez bien compris ce qu'il ressent en reformulant ses propos. Si j'ai bien compris, j'ai l'impression que tu es frustré. Je me trompe? Plutôt que « Ah, t'es frustré ». Comprendre les besoins. Aider l'autre à nommer d'abord et à comprendre les besoins qui se cachent derrière ses propos ou son comportement. Puis, si possible, à trouver une solution ensemble pour y répondre. Par exemple, Marie et Léo, son manager, ont un désaccord qui mène à une discussion un peu énergétique en réunion. Marie craque et se met à pleurer. Sa réaction semble disproportionnée. Léo prend le temps d'en discuter calmement avec elle, seule à seule. Marie est très stressée et fatiguée, et elle ne supporte plus l'agitation permanente de l'open space, qui ajoute à sa pression. Elle a besoin de calme pour travailler. Ensemble, ils décident de lui accorder une journée de télétravail par semaine. Lâcher prise. Laisser les émotions entrer dans les relations au travail et familiales favorise des environnements plus sains, mais pas forcément plus calmes. Lorsqu'on ôte le couvercle et qu'on autorise chacun à s'exprimer, cela risque de créer quelques remous et agitations jusqu'ici contenues. Dans ces conditions, il est bon d'apprendre à accepter que vous ne puissiez pas contrôler les émotions des autres, ni leurs réactions. Faites de votre mieux pour les accueillir avec bienveillance et recul. Et s'il vous plaît, évitez de dire à l'autre que vous avez choisi de prendre la vie en souriant et en riant. Parce que de dire une telle chose à une autre personne qui s'attend d'avoir de la bienveillance dans votre écoute, c'est de lui dire que vous riez de lui. C'est pas ce que vous voulez dire, mais c'est ce que l'autre va percevoir, que vous vous foutez de sa gueule. C'est ce que ça veut dire pour certaines personnes. Alors, je vous invite, bien sûr, à porter une attention particulière aux mots que vous utilisez. Hein? Surtout si vous avez tendance à prendre la vie en riant ou en souriant. C'est votre droit. Mais lors d'une com unie dans l'action, communication, si vous le surlignez pour essayer de détendre l'atmosphère, vous risquerez beaucoup plus d'avoir de graves problèmes
avec certaines personnes qui vont immédiatement se refermer. Tout au long de cette formation, je vous invite à écouter et à comprendre vos propres émotions et à utiliser pour guider vos actions, mais aussi à vous servir de cette capacité pour améliorer vos relations et à cultiver votre intelligence émotionnelle. Tout ceci est un cheminement qui vous aidera à garder la main sur vos émotions, non pas pour les gérer, mais bien pour les réguler, afin qu'elles vous aiguillent, vous protègent et même vous donnent de l'énergie. Il ne s'agit pas d'être en contrôle permanent en détriment de la spontanéité, mais de vous connecter à votre baromètre interne pour savoir à quel moment appuyer sur pause pour vous mettre à l'écoute de vos émotions et à quel moment laisser libre cours à ceux-ci. Beaucoup de personnes étouffent leurs émotions pour ne pas paraître vulnérables. En réalité, la bonne maîtrise des émotions vous donne la puissance et un certain contrôle sur ce qui se passe autour de vous. C'est aussi une façon de se libérer de la peur du pouvoir que les autres pourraient avoir sur vous, car plus vous êtes au clair et en paix avec vos émotions, moins les autres ont d'emprise sur ce que vous ressentez. Pour s'adapter à un monde en mouvement, l'intelligence classique ne suffit plus. Nous devons quotidiennement faire appel à ce que l'on nomme l'intelligence émotionnelle, notre capacité à utiliser au mieux nos émotions et notre intuition. Popularisée par le journalisme américain Daniel Goleman, la notion d'intelligence émotionnelle est aujourd'hui très opérante. Elle permet de comprendre pourquoi, à QI égal, certains s'épanouissent et réussissent mieux que d'autres. Parmi les individus hypersensibles, comprendre celles et ceux qui ont leurs émotions à fleur de peau, il existe une sous-catégorie moins connue, les hyperempathiques, qui ressentent les émotions des autres de manière exacerbée. En faites-vous partie? Parce que moi, oui. Émotive, fragile, sentimentale. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire les personnes qu'on appelle communément hypersensibles et qu'on a généralement les émotions à fleur de peau. Parmi elles, certaines ont la popularité, que je dis-je, le pouvoir d'absorber et de ressentir les émotions des autres, rien qu'en les côtoyant ou en les observant. On les appelle les hyperempathiques ou hypersensibles empathiques. Dans un livre récent dédié à ce sujet, Judith Orloff, psychiatre américaine émérite, explique que si 20% de la population mondiale est considérée comme ayant une grande sensibilité et un quotidien émotionnel très fort, rares sont ceux qui ont la capacité d'éprouver les émotions des autres, telles des éponges à sensations. Joie, stress, peur ou tristesse, quelle que soit l'émotion, la personne hypersensible empathique ressentira la même chose, bien qu'elle ne soit pas concernée par la situation. Des larmes et des maisons vendues. Prenons un exemple. Le fait d'être submergé de joie et de soulagement et de pleurer comme une madeleine, comme Stéphane Plaza annonce à des participants de l'émission Maison à vendre, qu'il a une offre au prix est un premier indice pour savoir si l'on est hyper empathique. Oui, c'est mon cas. Même chose si les larmes montent de manière intensive à chaque fois qu'une personne pleure à la télé, que ce soit devant The Voice, un documentaire sur un dessert médicaux ou une pub pour le spa, ou pour qu'un sourire naît barre votre visage dès que quelqu'un est content. Plus généralement, les hyperempathiques sont des personnes capables d'intégrer les émotions ambiantes. Au travail, dans une équipe surmenée, ils abordent, par exemple, le stress de tous les collaborateurs. Dans un cadre festif, comme le mariage d'un ami, ils peuvent être plus euphoriques que le marié lui-même. Pour autant que son ouvrage, Judith Orloff, distingue 3 catégories d'hyperempathiques. L'hyperempathique kinésique concerne la personne qui ressente les symptômes physiques des autres ou qui peuvent être dynamisés par leur énergie. À ne pas confondre avec hypochondriaque,
qui ressentent les symptômes, mais par peur interne de couver une maladie. Il y a aussi l'hyperempathie émotionnelle. Concernant les personnes qui perçoivent avec acuité les émotions tristes ou joyeuses de l'entourage, ou risquent de les absorber ou d'en être contaminés. L'hyperempathie intuitive. Concernant les personnes qui vivent des expériences perspectives qui sortent de l'ordinaire, télépathie, intuition exacerbée, rêve prémonitoire, communication avec des plantes ou des animaux. Bien que cette dernière catégorie flirte avec le surnaturel, les points communs de tous ces hypersensibles est la connexion émotionnelle qui existe entre eux et leur environnement. Qu'est-ce que le quotient émotionnel? Pour comprendre la notion du quotient émotionnel, il faut remonter dans les années 90. C'est à l'aube du 20e siècle que les deux psychologues américains Peter Salovey et John Mayer théorisent pour la première fois le concept de l'intelligence émotionnelle, le définissant comme une forme d'intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses sentiments et émotions. Mais le concept même du quotient intellectuel et quotient émotionnel, lui sera popularisé par le psychologue Daniel Goleman, qui poursuit alors les recherches de ses deux prédécesseurs, dont il publie le résultat en 1995 dans un ouvrage intitulé Emotional Intelligence. Dans celui-ci, il démontre que les grands dirigeants d'entreprise ne sont pas forcément dotés de facultés cognitives supérieures à la moyenne, mais possèdent en revanche une intelligence émotionnelle plus développée. Pour parvenir à évaluer cette forme d'intelligence particulière, différents tests psychométriques ont alors été mis en place, donnant naissance au fameux quotient émotionnel. Comment calculer son quotient émotionnel? Si de nombreux tests pour calculer son quotient émotionnel fourmillent en ligne avec des titres accrocheurs tels que « Découvrez votre quotient émotionnel » ou « Que révèlent vos émotions », dans les faits, ce calcul ne s'improvise pas. Tout comme pour le quotient intellectuel, c'est une affaire de spécialistes. Seuls les psychologues possédant des capacités et de l'expérience nécessaires pour mesurer l'intelligence émotionnelle d'une personne. Et cela passe par une batterie de tests qui vont servir à évaluer les différentes compétences que Daniel Goleman a définies. La conscience de soi correspond à la capacité d'un individu à décrypter les émotions et à les utiliser comme un outil d'aide à la prise de décision. La gestion de soi désigne la faculté qu'un individu à maîtriser les émotions d'autrui et à s'adapter à une situation mouvante. La conscience sociale rassemble les aptitudes d'un individu à ressentir et réagir, voire interagir face aux émotions vécues par autrui. Et pour terminer, la gestion des relations détermine la capacité d'une personne à influencer les autres, à gérer la possible situation conflictuelle. Comment utiliser son quotient émotionnel? Mesurer son quotient intellectuel est certes intéressant pour apprendre à mieux se connaître, mais c'est aussi une formidable opportunité de pouvoir se servir de cette information pour améliorer ses relations avec autrui et s'épanouir davantage au sein de la société. Dans le domaine professionnel, par exemple, le fait de disposer d'une capacité relationnelle et émotionnelle élevée constitue un véritable atout qui convient d'exploiter au maximum. Selon les différentes recherches menées sur ce sujet au sein du monde entrepreneurial, nombre des résultats ont montré que les personnes dotées d'un bon quotient émotionnel étaient largement plus promues que les autres. L'ouverture aux autres, l'adaptabilité, l'empathie sont autant des facultés intrinsèques qui favorisent le bonheur chez un individu. On connaît plus largement le terme d'empathie, dont chacun peut faire preuve. Mais être empathe, c'est avoir un niveau supérieur d'empathie par rapport à la moyenne. L'empathie est un des ingrédients fondamentaux des relations humaines et de la communication. On parle d'empathie quand la personne arrive à se projeter dans la situation de l'autre. Celle-ci fait alors l'expérience d'une réponse émotionnelle face à l'émotion d'autrui. Qu'est-ce qui différencie alors l'empathie d'un empathe? Et comment reconnaître un empathe?
de l'empathie. L'empathie se définit comme la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent, d'être, d'après le dictionnaire Larousse, c'est un trait de personnalité qui se caractérise par la capacité de ressentir une émotion appropriée en réponse de celle exprimée par autrui, d'effectuer une distinction entre soi et autrui, tout en régulant ses propres réponses émotionnelles. L'empathe est donc capable d'être conscient de la source de l'émotion, de décoder l'émotion d'autrui. L'empathe a cela au plus profond de lui-même. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous avez si facilement parlé de vos problèmes à cette personne que vous ne connaissiez pas? Oui, certaines personnes sont capables de connaître le caractère des gens dès une première rencontre. Ces personnes peuvent être des empathes, des connexions parfois immédiates avec les animaux ou des difficultés à voir des images de violence, de cruauté à la télévision ou dans les films sont aussi des symptômes de ce type de personnes, jusqu'à être empathe. Un empathe est très sensible aux émotions des gens et à leur énergie, et l'énergie d'une pièce également. Cette sensibilité ressentie va autant pour les proches de l'empathe que des parfaits inconnus. Les empathes ressentent le monde qui les entoure et sentent ce que les autres éprouvent par leur sens très développé et leur intuition qu'ils utilisent. Ils comprennent comment se sentent les personnes et sont capables de comprendre ce qu'ils vivent. Qu'est-ce qui différencie alors un empathe d'une personne qui peut faire preuve d'empathie? L'empathe a un niveau supérieur d'empathie par rapport à la moyenne, mais a aussi des facilités pour se connecter aux sentiments des autres. Les empathes n'éprouvent pas toujours un sentiment d'empathie à contrario des autres personnes, car ils n'ont pas besoin des sens physiques, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., pour s'imprégner de l'émotion et de l'énergie, mais ressentent et intériorisent ces émotions. L'empathe aura donc tendance à absorber les émotions autour de lui où qu'il aille. Aussi, des émotions désagréables peuvent l'envahir, comme si c'était les siennes. Les maisons de soins, par exemple, de retraite, ou encore les hôpitaux, peuvent aller jusqu'à provoquer des sentiments de dépression, des maux physiques ou encore de la fatigue chez ces types de personnes. Comment travailler son empathie? Comprendre les sentiments des autres, ce n'est pas jamais une chose aisée. Voici mes conseils pour développer son empathie. On entend souvent parler de cette capacité d'être empathique. Mais pour certains, ce terme reste vague, flou. Si l'on en croit la définition de Larousse, l'empathie est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Il s'agit d'une notion qui englobe une compréhension générale de l'autre, de ses sentiments, de ses émotions. Cette capacité n'est pas forcément innée et ne concerne pas forcément tout le monde. Certains d'entre nous sont naturellement empathiques, d'autres moins, voire pas du tout. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'on ne peut pas la développer. Alors, développer son empathie. Faire preuve d'empathie, c'est avant tout travailler sur soi-même. Et comme pour tout, plus on commence jeune, mieux cela fonctionne. Prenons par exemple le cas du Danemark, qui, comme bon nombre de pays nordiques, accorde beaucoup d'intérêt à ce type de capacité. Ce pays consacre dans son programme pédagogique destiné aux élèves de 6 à 16 ans 1 heure par semaine à l'apprentissage de l'empathie. Il s'agit d'une matière comme une autre, au même titre que la mathématique ou la géographie. En quoi cela consiste-t-il? Pas de devoir ni contrôle au programme, pas spécialement de méthode non plus. Tout simplement, les enfants sont appelés à échanger. Ils doivent communiquer, évoquer leurs émotions face à certaines situations et trouver des solutions ensemble. Pourquoi l'empathie est-il si important?
Dans la vie amoureuse comme dans la vie professionnelle, l'empathie est une qualité essentielle qui permet de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et donc pour être mieux ensemble, obtenir plus de cohésion et trouver plus facilement des solutions aux problèmes d'une personne ou une autre est amenée à rencontrer. L'empathie permet d'être bien avec les autres et donc d'être bien avec soi-même. Pourtant, c'est une qualité qui ne semble disparaître de plus en plus au fil des années et des générations. Égoïstes, narcissiques, concentrés sur leur propre bien-être, les hommes et les femmes d'aujourd'hui seraient près de 2 fois moins empathiques que la génération de nos parents et de nos grands-parents, selon une étude menée en 2010 par l'Université du Michigan. Comment travailler son empathie? Savoir ressentir les émotions d'autrui en l'absence de tout jugement de valeur est à la portée de tous. Cela nécessite toutefois l'apprentissage d'un certain savoir-faire et surtout savoir-être. Pour cela, je vous recommande de travailler sur plusieurs pistes. La première, l'estime de soi. Avant d'aimer les autres, il faut savoir s'aimer soi-même. En travaillant sa confiance en soi, on apprend à mieux se connaître. Se comprendre et s'accepter soi-même est le premier pas pour mieux comprendre les autres. La curiosité. Être empathique suppose de s'intéresser sincèrement aux autres, mais surtout de porter un intérêt réel et non pas superficiel. Poser des questions aux personnes qui nous entourent, interrogez-les sur les sentiments, sans forcément tenter de trouver des solutions en permanence. Avoir de l'empathie pour quelqu'un, ce n'est pas de résoudre des problèmes, c'est comprendre que notre entourage a parfois tout simplement besoin d'être écouté et compris. L'écoute et l'observation. C'est la suite logique de la curiosité. Poser des questions, c'est bien. Écouter les réponses, c'est encore mieux. Cela vous permet de trouver une logique dans la façon dont fonctionne autrui, de comparer les différents types de réactions face à diverses situations. Utilisez vos oreilles, mais aussi vos yeux. Le langage corporel est tout aussi important. Mimique sur le visage, mouvement des mains. Apprenez à les décrypter les gestes. L'ouverture d'esprit. Qui dit empathie dit aussi absence de jugement. Vous n'êtes pas là pour valider ou condamner les actes des personnes qui vous entourent simplement pour comprendre pourquoi ils ont réagi de telle ou telle façon. Et cela passe par beaucoup d'acceptation. Car l'empathie ne laisse pas la place à aucun type de préjugé, qu'il soit social, racial, religieux, sexuel.